Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, il est 17h, c'est l'horaire exceptionnel durant ce mois de Ramadan et c'est le premier Café Presse Politique de ce mois de Ramadan à cette heure-ci. Bonsoir à nos invités, Hassan Ouali, bonsoir. Ihsan Qadi, bonsoir. Amal Ingrachen, bonsoir. Akram Khalif, bonsoir. On ne change pas les habitudes. Est-ce que pour cette première semaine du mois de Ramadan, vous avez une image qui vous a marqué cette semaine ? Qui veut commencer ? Je commence. Ça fait longtemps que j'ai pas été. À condition que tu ne me piques pas mon image de la semaine. Ça fait longtemps qu'on Non. Moi, je sais que j'étais. C'est bien de venir au CPP. Il y a toujours des surprises. Non, je sais que j'étais blacklisté, mais c'est pas grave. Bon. Ah bon ? C'est pour ça qu'on a fait une surprise aujourd'hui. Ce qui a retenu en tout cas mon attention cette semaine, c'est le DG du port de Béjaïa qui continue à bloquer un investissement lourd et important dans la région, pas seulement dans la région de Béjaïa, mais vraisemblablement pour tout le pays. Et le DG du port de Béjaïa va au-delà de sa compétence, de son champ d'action, pour décider à ce que le Civital a pu acquérir, est-ce que le terrain appartient à Civital ou pas, et alors que le port est un prestataire de service, et sans plus. Mais là, le DG veut imposer sa loi là-bas, une très mauvaise loi, une loi négative pour l'économie du pays dans un moment de crise. Et le patron de Civital, le directeur exécutif, lui a répondu aujourd'hui dans une interview sur TSA où il a parlé d'un crime économique. Le patron, je ne parle pas de Rablab, mais le patron exécutif de Civital. Alors moi, je vais parler de Rablab, si tu permets. Oui, votre image de la semaine. Et Saad Rablab, qui faisait partie du florilège des personnalités que j'ai croisées aux funérailles de Amqranait Ali Yahya, le fils d'Ali Yahya Abdel-Nour, 64 ans, décédé il y a 3 jours. À Entaya, et encore une fois, on a pu constater sur place combien la figure d'Abdel-Nour était une figure rassembleuse, parce qu'il y avait tout l'éventail de la classe politique qui était présent, des islamistes jusqu'aux modernistes, et autour de cette personnalité-là, pour l'accompagner dans son grand malheur d'avoir à enterrer l'aîné de ses enfants. Les islamistes ne sont pas modernistes, c'est ça ? Non. Quelle est votre image de la semaine, Amal Ingrachen ? C'est le comportement de la Banque extérieure d'Algérie qui continue à discriminer entre le secteur public et privé, notamment dans les assurances. Elle impose, elle limite le champ d'action, le risque de couverture des compagnies privées à 500 millions, et alors que les compagnies publiques et AXA peuvent aller au-delà de toutes les... AXA, parce que dans le capital d'AXA... il y a le FMI, le FMI et la BEA, bien sûr. Donc, c'est un comportement qui est en parfaite contradiction avec la loi fondamentale du pays, notamment l'article 43 qui stipule que la discrimination est interdite. La BEA est en train de violer la constitution du pays. Il faut que ça cesse. Parce qu'on a besoin de voir un secteur privé émergent, autonome et surtout moralement solide. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. C'était votre image de la semaine, Amal Ingrachen. Quelle est votre image de la semaine, Akram Khalif ? Moi, mon image vient de Palestine, elle vient de Gaza. C'est un chirurgien français qui opère les victimes des tirs israéliens là-bas.
et qui démontre, qui prouve qu'il y a utilisation de munitions interdites par la Convention de Genève contre les Palestiniens, contre des civils palestiniens. On ne sera pas loin de la Palestine et on ne sera pas loin du Moyen-Orient pour poser un problème aujourd'hui, c'est celui de la participation et de la présence de l'Algérie au sein de la Ligue arabe. Notre pays est membre depuis son indépendance en 1962, 22 États membres, mais aujourd'hui de plus en plus de voix s'élèvent, un peu plus que d'habitude, pour poser la question du maintien de l'Algérie ou non de la Ligue arabe. Notre pays devrait-il rester membre de cette organisation pan-arabe ou non? Pourquoi cette question a été reposée? C'est surtout après ce qui se passe récemment au Moyen-Orient, mais pas que. Il y a eu notamment la décision marocaine de condamner l'Iran et donc elle a été entièrement soutenue par les autres États membres de la Ligue arabe. Sans parler, bien sûr, de ceux qui disent que l'Algérie n'a pas sa place dans la Ligue arabe parce que ce n'est pas un pays arabe. Donc, cela est un autre sujet. Est-ce que vous pensez que cette polémique qui a éclaté sur la présence de l'Algérie dans la Ligue arabe, elle éclate depuis des années? Est-ce qu'elle a une part de vérité aujourd'hui? Est-ce qu'elle est pertinente aujourd'hui, cette question de se poser la question du maintien de l'Algérie au sein de la Ligue arabe? Il y a deux volets. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est l'utilité de la diplomatie algérienne. Moi, j'estime que l'Algérie devrait geler ses activités dans pratiquement toutes les institutions internationales, y compris l'ONU, vu l'incapacité, vu le manque. Le manque de vision, le manque de stratégie, l'incapacité à se projeter dans le futur et le fait que nous n'arrivons pas à régler des problèmes réglables à nos frontières aujourd'hui. Un pays qui a autant d'ennemis à ses frontières, c'est pas normal du tout. Donc c'est qu'il y a un problème diplomatique en Algérie. Le second volet, c'est le volet du positionnement de l'Algérie face aux autres, par rapport aux autres pays de la région. Donc on le voit clairement, l'Algérie est, disons, forcée d'être neutre, ou s'efforce de rester neutre, de ne pas s'impliquer, et du coup ça nous met en porte-à-faux vis-à-vis d'une grande majorité des pays formant aujourd'hui la Ligue arabe. Donc il faudrait qu'on se pose la question, faut-il quitter cette institution ou la geler jusqu'à ce qu'il y ait d'autres institutions en Algérie porteuses de vision, porteuses de stratégie et qui pourraient promettre notre positionnement sur les 20, 30, 50 prochaines années, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Amaury Gachel, vous en pensez quoi? D'abord, il faut dire que la Ligue arabe est une assemblée de clowns qui ne fonctionne que grâce à l'arbitraire qui régente les pays qui composent cette organisation. Ce que dit, les positions que soutient par exemple l'Algérie dans la région, ce ne sont pas les positions des Algériens, ils ont été décidés arbitrairement par les gens qui décident dans le pays. Maintenant, est-ce que cette Ligue arabe sert à quelque chose? Oui, la Ligue arabe sert à exécuter, soutenir ou accompagner des agendas qu'elle n'élabore pas elle-même. Elle est au service des États-Unis, de l'Union européenne, etc. Dans certains cas, par son silence, dans d'autres, par une action qu'elle déploie sur le terrain. Est-ce que l'Algérie doit quitter cette ligue? À mon avis, elle a bien des raisons de le faire. D'abord parce que l'Algérie n'est pas arabe. Ensuite, parce que l'Algérie a mieux à faire. Sauf que, du point de vue de la géopolitique du Moyen-Orient, je pense que les conséquences d'un retrait de la Ligue arabe seraient dures, parce que la Ligue arabe exécute, comme je viens de le dire, des agendas externes. Se retirer de cette Ligue, c'est refuser ces agendas. Donc, des répercussions
dures peuvent... Mais le gel permet aussi de conserver une certaine... Oui, de ne pas commettre d'erreurs sur le plan international, géopolitique. Un gel tactique avec des projections très claires, ça peut être faisable. Vous en pensez quoi? Je suis un peu surpris par le Amarin Grachin du mois de Ramadan, qui ne ressemble pas au mois d'Amarin Grachin des quelques émissions précédentes où il nous disait le problème de l'Algérie, c'est qu'elle n'a pas de diplomatie, elle n'a pas d'amis. Elle n'a aucun ami dans le monde. Oui. Alors, si on n'a aucun ami dans le monde, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas construire des alliances, on ne sait pas construire des réseaux avec des intérêts convergents, etc. Et dire il faut quitter la Ligue arabe pour les raisons que tu as citées, qui de mon point de vue ne sont pas bonnes, c'est un peu renforcer l'isolement de l'Algérie. Enfin, j'ai pas dit qu'il faut quitter. Non. J'ai dit qu'on a des raisons de quitter la Ligue arabe, mais on ne doit pas la quitter parce que la quitter serait... C'est faire taper sur le doigt par les États-Unis. Voilà. Les agendas. Voilà. C'est ça la raison. C'est pas parce qu'on est en mesure de créer des... Bon. Moi, je pense qu'effectivement, Luisa Hanoun, quand elle appelle au gel, c'est au nom d'une référence un peu mythique de la Ligue arabe, de la résistance de 73, de l'embargo du pétrole, etc., auquel elle fait référence de manière un peu chimérique et qui, de son point de vue, est complètement trahi aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas que l'Algérie accompagne, reste dans une institution qui, aujourd'hui, est dominée par l'Arabie Saoudite. Voilà, en gros, et l'Égypte en tant que suzerain, en tant que vassal. Et ça, c'est renoncer, c'est un renoncement. À mon avis, on n'est pas au point où la bataille est totalement perdue. C'est vrai que entre le front du refus de 77 contre les accords de 78, les accords de Camp David, et aujourd'hui, entre les républiques, entre guillemets, populistes, radicales, antisionistes, et les monarchies plutôt collaboratrices avec l'Occident, le rapport de force a complètement changé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Moi, je pense qu'il y a des passerelles, rapidement, en 2 mots, qu'on peut construire. La Tunisie, l'Irak, il y a des pays le Liban qui n'est pas complètement le Liban avec une influence Hezbollah dans le gouvernement, c'est pas bon, ce sont pas les pays les plus puissants. La Libye, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher demain, mais il faut évidemment continuer à rester dedans et construire son point de vue avec les autres. Maintenant, le vrai problème, c'est quel est le point de vue de l'Algérie? Le point de vue de l'Algérie, il n'est pas toujours bon. Au début du printemps arabe, le point de vue de l'Algérie, c'était de soutenir les dictateurs en place. Et à ce moment-là, moi, j'avais plutôt envie d'être de l'autre côté que du côté de l'Algérie. Hassan Ouali, est-ce que vous pensez que la diplomatie algérienne devrait faire ce pas, celui du gel ou du retrait de la Ligue arabe? Moi, je pense que, avant de répondre à la question, il y a comme un élément à relever, c'est que la politique étrangère, c'est antique que nous avons une politique étrangère, parce que quand on pose la question à tous les diplomates, c'est quoi la politique étrangère de l'Algérie, ils répondront par la chose suivante. Non à l'ingérence dans les affaires internes, non à l'intervention. L'armée ne sort pas dans ses frontières, le respect des souverainetés, et soit. Ça, ce n'est pas une politique étrangère, ça c'est une philosophie, c'est une doctrine d'un pays dans ses relations internationales. Ça ne fait pas la politique étrangère. Aujourd'hui, il est difficile de répondre à cette question. Quelle est la politique étrangère de l'Algérie? Qu'est-ce que défend l'Algérie? À partir de ce moment-là, on peut se poser la question, quel est notre intérêt d'y rester ou de quitter la Ligue arabe? Aujourd'hui, la position de l'Algérie au sein de la Ligue arabe, elle est marginale, sa marge d'action, elle est insignifiante, on ne demande pas son point de vue. Depuis quelques années. Rappelez-vous, en 2011, quand le représentant du Qatar avait complètement rabroué le chef de la diplomatie algérienne, Mourad Medelsi. C'est quand même une humiliation. L'Algérie n'a pas réagi. Et idem pour la question lorsque le Maroc décide de rompre avec l'Iran, pour que la Ligue arabe puisse prendre une décision de soutenir ou de ne pas soutenir, elle doit se réunir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas habilitée à se prononcer immédiatement, sans concertation, pour dire nous soutenons telle position. La Ligue arabe doit être à égale distance de tous ses membres. Elle ne peut pas soutenir un État ou dépendre d'un autre. La Ligue arabe aujourd'hui, quelle est son influence? Elle n'arrive pas à construire sérieusement cet ensemble régional, pas seulement d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique. Quand on prend aujourd'hui les échanges économiques et commerciaux inter-arabes, ils sont de l'ordre de 5%. Il y a 22 États, il y a une population qui dépasse les 300 millions, 5% d'échanges. Il n'y a rien, c'est-à-dire quel est l'intérêt de rester dans cette Ligue arabe? Moi, je pense que l'Algérie devrait avoir quand même un peu d'audace.
et de se dire que ça ne sert plus à rien de rester dans cette ligue. Il faut consacrer de l'énergie, du temps, de l'argent à construire un autre ensemble, celui d'Afrique du Nord. Il y a des initiatives qui se mettent en place, recentrer son travail diplomatique sur le continent africain, parce que nous n'avons plus rien à faire au sein de la Ligue arabe, sinon celui de cautionner, d'endosser des choix qui sont contre les intérêts de l'Algérie, contre les intérêts des peuples de la région. Quand on voit aujourd'hui que la Ligue arabe est dans l'escarcelle de l'Arabie saoudite, la Ligue arabe, aujourd'hui, elle est enrôlée dans l'agenda saoudien. L'ennemi premier aujourd'hui dans la région, ce n'est plus Israël, c'est l'Iran. Il faut mobiliser toute la Ligue arabe au nom du sunnisme contre l'ennemi. Ça, c'est pas un agenda étranger au monde arabe. C'est un agenda saoudien. Oui, mais je dis, pour l'instant, je n'ai pas parlé des États-Unis, je parle encore. Non, pas américain. Il est d'abord saoudien. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire au bout du compte, c'est qu'après 40 ans de conflit entre deux mondes arabes, disons, les monarchies d'un côté et les républiques d'un autre, c'est que les pays du Golfe ont gagné la bataille. Aujourd'hui, la Syrie n'est plus un État, l'Irak n'est plus un État, le Yémen n'est plus un État, la Libye n'est plus un État, l'Algérie est affaiblie. Dans ce conflit, dans ce bras de fer qui a duré au moins une cinquantaine d'années, les monarchies du Golfe sortent vainqueurs. Est-ce que la politique de la chaise vide n'est pas une mauvaise politique? Est-ce que le gel ou le retrait n'est pas une solution de facilité pour l'Algérie? Je rappelle juste, si vous le permettez, Ahmed Al-Brahimi, quand même, qui a beaucoup travaillé dans la diplomatie, qui était pendant presque 8 ans ministre des Affaires étrangères, il suggère depuis quelques années de quitter la Ligue arabe. Quelle est pour toi la différence entre une chaise vide et une chaise occupée par un diplomate qui ne reçoit pas d'instructions, dont la hiérarchie n'émet pas de pensée constructive, n'émet pas de projection, etc. C'est exactement la même chose. Oui. Moi, je pense pour vous, la diplomatie est totalement inactive sur ces dossiers-là. Elle est pas inactive. Pourtant, l'Algérie a décidé notamment de ne pas participer à la coalition militaire internationale formée par l'Arabie Saoudite. C'était une décision que vous jugez courageuse ou pas prise par le gouvernement algérien? Heureusement, non, c'est une bonne chose. Heureusement qu'elle. Donc il y a des choses quand même. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire, il manquait plus que ça. Mais bien évidemment que l'armée algérienne n'a pas vocation à intervenir en dehors de. Elle aurait pu participer avec des experts. Non, elle participe au Mali, l'armée algérienne y était dans l'élaboration des stratégies, mais les troupes algériennes ne pouvaient pas sortir des frontières. En fait, cette décision a été prise en 1954, elle n'a pas été prise en 2018, 2017. La décision de ne pas cautionner l'intervention de l'Arabie Saoudite. Je veux dire que c'est la doctrine fondamentale des affaires étrangères algériennes qui dicte ce comportement. Le gouvernement actuel n'a pas un grand mérite en faisant cela. Mais s'agissant du retrait ou du gel, il ne s'agit pas d'une décision qu'on peut ou qu'on ne peut pas prendre sur un coup de tête. Il y a des conséquences auxquelles il faut penser. L'Algérie, on l'a dit à maintes reprises, n'a pas d'amis, n'a pas d'alliés. Elle évolue en solo dans l'océan de la géopolitique. Elle risque de se faire taper durement sur les doigts si jamais il venait à quitter la Ligue arabe. Par les États-Unis, par l'Arabie Saoudite. Parce que a déjà des positions qui sont pas elles sont pas sur l'agenda heureusement d'ailleurs, mais non, c'est pas exagéré. C'est pas aussi simple que ça. On peut pas taper un pays parce qu'il décide de se retirer d'une organisation internationale. La politique de la chaise vide, il faut voir le Maroc avec l'Union africaine. Il faut faire une évaluation. Le Maroc avec l'Union africaine, c'est un isolement quand on a une trentaine d'années. Quand les Marocains ont fait le bilan de cette politique-là, ils se sont rendus compte qu'il y a un agenda qu'ils n'arrivaient pas à faire avancer s'ils ne remettaient pas un pied dans l'Union africaine. Ils l'ont remis. Ils sont très actifs. Ils sont en train de déborder l'Algérie d'ailleurs sur certaines commissions. Pour les raisons que tu as citées, effectivement.
parce que l'Algérie est inactive, parce que l'Algérie est incapable d'être réactive sur les dossiers sur lesquels il y a où ça bouge, quand ça bouge, quand il y a une nouvelle proposition, personne ne prend de décision. Et c'est pas le ministre des Affaires étrangères avec lequel tu vas prendre le tour la semaine, Hadia Khaled, qui va inventer quelque chose de différent de ce qu'il dit depuis une éternité. Nous sommes exportateurs de... Bon, c'est même pas lui qui a inventé le concept. C'est mort. Du point de vue de la production, c'est M. Lamama, c'est mort. Lui, il dit la bonne expérience de l'Algérie dans la gestion des conflits. Voilà, c'est ça que nous vendons. Nous vendons de la barbouzerie et de la négociation. Voilà, l'Égypte aussi était un État hors Ligue arabe pendant 10 ans. Vous avez cité l'exemple du Maroc, plus de presque 35 ans. L'Égypte, une dizaine d'années. Est-ce que ces 10 ans ont été bénéfiques pour l'Égypte ou pas ? Sur le côté économique et financier, je pense que oui. Je pense qu'au sein de qu'est-ce que c'est que la Ligue arabe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut gagner en étant dans la Ligue arabe ? Absolument rien du tout, parce que ce n'est pas une organisation qui fonctionne, ce n'est pas une organisation dynamique, ce n'est pas une organisation qui génère des intérêts au plan diplomatique, au plan politique, au plan économique, nous ne parlons pas, au plan culturel plus ou moins, sans plus. Ne serait-ce que pour la Palestine, Hassan, ne serait-ce que pour les Palestiniens. Si les Palestiniens demandent aux Algériens de rester parce qu'eux vont pouvoir continuer à développer un point de vue autonome par rapport aux agendas dont nous parlons, les Algériens doivent rester dans la Ligue arabe. C'est une responsabilité morale et politique que de rester, ne serait-ce que pour les Palestiniens. Mais la question palestinienne, justement, elle est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'en partie, à cause de la Ligue arabe qui a squatté la question palestinienne, qui a empêché la question palestinienne d'évoluer, qu'ils ont eu un monopole sur cette question. On a empêché des adhésions, on a empêché des soutiens internationaux à la question palestinienne, on a fait un fonds de commerce, et maintenant que la Palestine en tant que territoire n'existe plus, maintenant on n'en parle même plus au sein de la Ligue arabe. La seule fois où la Ligue arabe s'est réunie pour mobiliser des armées, c'est pour une coalition contre le Yémen, pas contre Israël, je suis désolé. Il ne faut pas oublier l'éventualité d'un scénario catastrophe pour l'Algérie qui serait l'exclusion de l'Algérie de la Ligue arabe par les pays de la Ligue arabe. C'est possible. Non, ça n'existe pas. Ça peut pas. Non. L'Égypte a été exclue, qui est une grande puissance arabe. La Ligue arabe ne peut pas exclure. L'Égypte a été exclue en 1979. Dans un contexte très particulier. C'est une grande nation. Moi, j'ai une question sur la Palestine, puisqu'on a parlé de la Palestine. Pourquoi scénario catastrophe ? Parce qu'on avait les moyens de partir sans subir cette humiliation. Concernant la Palestine, pendant de nombreuses années, on mettait en cause le maintien de l'Algérie dans la Ligue arabe sous prétexte que la Ligue arabe ne faisait rien pour la cause palestinienne. Aujourd'hui, la question est revenue sur le devant de la scène après la décision marocaine de rompre avec l'Iran et de dénoncer directement et indirectement le rôle supposé de l'Algérie dans l'aide des Sahraouis via la partie iranienne. Et tous les pays ont soutenu la position marocaine. Est-ce que c'est un désaveu, un camouflet pour l'Algérie dans la Ligue arabe ou pas ? Certainement. Une organisation qui prend parti en faveur d'un pays ou dépend d'un autre, les deux qui sont membres, ça pose problème. C'est-à-dire, on ne se soucie pas de l'Algérie, de sa réaction, de son opinion. C'est un sérieux problème. Ça devrait faire réfléchir, en tout cas, les diplomates algériens. Encore une fois, que ce qui est quand même une anomalie dans notre pays, c'est qu'on ne discute pas de la politique étrangère, ni à l'Assemblée nationale, ni au sein des partis. Elle ne fait pas... Je ne me souviens pas quand est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères est descendu à l'APN et est interpellé par les députés de l'Assemblée nationale. Jamais. Jamais, au grand jamais. La question, on nous dit une chose, il faut tous s'aligner comme ça derrière la politique étrangère, derrière les positions de la politique étrangère de l'Algérie, sans poser de questions, sans réfléchir. Ça pose un sérieux problème. Tu n'auras jamais ça tant que tu auras des chaînes de télévision qui font passer nos députés pour Haja comme des idiots. Non, c'est pas ça. Je parle du principe, je ne parle pas de la qualité. Il y a volonté de sortir. Je ne juge pas de la qualité des députés, de la qualité de l'Assemblée nationale. Il y a un principe. L'Assemblée nationale a vocation à débattre de toutes les questions qui concernent la gouvernance. C'est-à-dire, tous les ministres devront être interpellés dans tous les pays du monde. Les ministres des Affaires étrangères sont interpellés par l'Assemblée nationale, par les députés de l'Assemblée nationale. Chez nous, ni celui de la Défense, ni celui des Affaires étrangères. Si on nous demande de soutenir, ils sont trop s'ouvrir, de soutenir la position de l'Algérie en matière de politique étrangère. Si on ne le fait pas, on est montré du doigt, si on n'est pas accusé de traître à la nation.
L'Algérie, oui. La position algérienne, la politique étrangère algérienne est figée depuis 1954 à ce jour. Et les Algériens sont figés avec elle. Maintenant, le problème fondamental, c'est que l'Algérie ne sait pas définir ses priorités. L'Algérie n'a pas su se faire des amis. Déjà, en 1962, elle s'est mise du mauvais côté. Elle s'est mise du mauvais côté. C'est-à-dire qu'elle aurait dû se mettre du côté de ses joailliers, c'est ça, du côté de l'OTAN et du côté de ses intérêts. Aujourd'hui, on ne sait plus sur quoi repose la politique étrangère. Il n'y a aucune démarche pragmatique dans sa politique. L'Algérie fonctionne comme si le monde était divisé en plusieurs compartiments et qu'elle se mettait... C'est pas vrai. Il y a une seule histoire du monde. Et aujourd'hui, la locomotive de l'histoire, c'est l'Occident. Il faut savoir de quel côté se mettre. C'est quoi cette histoire? J'ai eu le très grand plaisir de partager il y a quelques jours sur Facebook, je suis en général sur Twitter, un document que j'ai qualifié comme étant le document le plus important de l'histoire du Maghreb. C'est Kadhafi qui débarque à Tunis en 1972. Il a un projet d'unification entre les deux pays. Il demande une salle et une diffusion radiophonique en direct pour expliquer son projet. Au Palmarium à Tunis. Au Palmarium à Tunis. Bourguiba lui accorde cela, il laisse parler et puis il vient, il déboule et il développe son propre discours. Et évidemment, avec tout ce recul-là, Bourguiba, c'est spectaculaire. Il a raison surtout. Il dit il ne faut pas attaquer les Occidentaux, ils sont trop forts pour nous. Il dit le Kadhafi, c'est hilarant, mais c'est très fort, c'est puissant. Il a choisi ses intérêts, c'était l'Occident. Mais qu'est-ce que ça a donné au bout du bout? Ça a quand même donné la dictature de Ben Ali, ça a quand même donné une révolution populaire, ça a quand même donné un autre agenda diplomatique. La Tunisie, d'après la révolution, c'est Monsef Merzougi, c'est le premier à avoir rompu avec la Syrie. C'est le premier à avoir pris des positions. Donc, ça ne garantit pas se mettre du côté de l'Occident, ça ne te protège pas. Même si tu décides que tes intérêts sont là, ça n'a pas protégé l'Iran, ça n'a pas protégé les Chats. Et donc, arrête s'il te plaît, de nous vendre l'erreur. Arrête de nous vendre l'erreur d'avoir été ce que nous avons été. Le problème, c'est pas 62. Le problème, c'est pas 54, c'est pas 62, c'est même pas 78, c'est même pas la conférence des Nations Unies. Le problème, c'est aujourd'hui, comment s'adapter au monde d'aujourd'hui. Ne reviens pas à 100 ans en arrière. Aujourd'hui, effectivement, on est d'accord. Aujourd'hui, on ne change, on est trop figé. Mais revenir à 54 pour dire on est... non, je ne suis pas d'accord avec Ammar quand il dit depuis 54 ça n'a pas bougé. On n'est pas figé depuis 54. On peut pas tout comme ça rejeter en bloc. Non, il faut quand même nuancer le propos. L'Algérie a joué... même a posteriori avait pris des positions quand même qui étaient aujourd'hui jugées positives, c'est-à-dire ne pas s'embarquer dans le camp des impérialistes guerriers qui faisaient des guerres à des pays, qui détruisaient, qui cassaient des pays. L'Algérie a eu l'intelligence de ne pas s'embarquer dans ce monde-là. L'Occident, c'est pas, il n'est pas monolithique. Je termine. L'Occident n'est pas monolithique. Il n'est pas bon parce qu'il a réussi la modernité. Si tu permets, j'ajouterais qu'aujourd'hui, même les pays du Golfe ne sont pas monolithiques. Le Qatar d'un côté, l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Des mains propres que celui qui n'en a pas. Il n'y a pas un seul monde, il y a beaucoup de mondes aujourd'hui. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs régions, il y a plusieurs blocs. Et l'Algérie... sa politique étrangère, sa politique tout court, elle doit être dans son indépendance. C'est-à-dire, quels sont nos intérêts? L'Algérie a des amis aujourd'hui. C'est faux de dire que l'Algérie n'a pas des amis. La France est un ami de l'Algérie. La France est un allié stratégique de l'Algérie. La Russie est un ami de l'Algérie. Les États-Unis sont des amis de l'Algérie. Beaucoup de pays sont des amis de l'Algérie. Non, mais c'est ça. C'est pour l'amitié. C'est pour l'amitié. Nous avons des intérêts avec ces pays. Maintenant, est-ce que... Mais l'Algérie n'a pas d'intérêt avec eux. Ce sont eux qui ont des intérêts avec l'Algérie. Mais non, on peut pas... Non. Quels sont les intérêts de l'Algérie avec la France? Citez-moi quelques-uns. Je ne les connais pas. Ah bon? Je ne les connais, je ne les vois pas, ces intérêts. C'est simple. C'est simple. Attends, c'est très sérieux. Non, c'est très sérieux. Nous commerçons essentiellement avec la France. C'est vrai, nous avons une balance excédentaire avec la France. Ne serait-ce que d'avoir une balance excédentaire. Nous commerçons essentiellement avec la France. Nous avons la diaspora la plus importante, elle est en France. Nous consommons français. Nous vendons, nous achetons français. Nous parlons la langue le français. Culturellement, nous sommes dans cet esprit.
tout nous lie à la France. Nous sommes de très bons clients de la France. C'est pas que des quand clients. tu parles, c'est pas sûr de dire que nous sommes que des clients, c'est faux. Nous vendons, nous achetons de la Quand vous France. parlez, Ammar Igrachen, du choix de l'Occident, est-ce que vous ne voulez pas surtout parler du volet économique? Parce que c'est vrai, quand on voit la différence entre la RDA, la RFA, la Corée du Nord, la Corée du Sud, on pourrait tenter de penser que, économiquement parlant, c'est le meilleur choix à l'Occident. Oui, la chute du mur de Berlin, ce n'est pas un fait divers. C'est une leçon d'histoire qu'il faut apprendre par cœur et se taire par la suite. Les choix de socialistes, je ne sais pas quoi, de l'Algérie étaient une catastrophe pour le pays. Aujourd'hui, on continue à recycler le populisme qu'on a hérité de novembre 54 en le matinant d'un peu de scientificité, de souverainisme, etc. Ça donne toujours des bêtises et des catastrophes. Il faut qu'on en finisse. Aujourd'hui, le monde est en marche et sa locomotive, c'est l'Occident. Il faut se mettre en marche avec le monde, quitte à suivre l'Occident, puisque c'est lui la locomotive. C'est même pas vrai. Aujourd'hui. C'est la Chine. Il manque 20 ans d'histoire chez Ammar Igrachen. C'est même pas vrai, s'il te permet. Si on suit votre point de vue, est-ce que l'Algérie devait envoyer son armée dans l'OTAN pour Oui, mais non, mais attendez. Attendez, Là, il y a quelque chose, juste en deux mots, il y a quand même quelque chose de stratégique qui a été évoqué, si vous permettez, la chute du mur de Berlin. En fait, le problème de la diplomatie algérienne, c'est un problème post-soviétique. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose d'intégré, qui était un positionnement politique non aligné. L'armement, c'est les pactes de Varsovie, c'est les anciens pays socialistes qui nous armaient. Et le positionnement politique, c'était le non-alignement. C'était cohérent, c'était efficace pendant une période de l'histoire de l'Algérie qui était en phase avec l'histoire du mouvement national et avec la guerre de libération nationale. Il n'était pas possible, sociologiquement et politiquement, de faire autre chose que ça quand on a vécu ce que nous avons vécu. De là où nous venons, c'est pas possible. Voilà, il y avait une sorte de déterminisme historique. Après, comment ça change? Comment ça peut changer? Le camp d'en face a gagné. Le camp occidental a gagné avec la chute du mur de Berlin. Il y a plusieurs scénarios possibles. L'Algérie a fait sa conversion K1. Mais il y a des conversions, c'est pas celle-là qu'on est en faire. La République tchèque, elle a transféré son ambassade. La République tchèque a transféré son ambassade à Jérusalem. C'est ça l'alignement sur l'Occident. La Pologne, la Hongrie considère qu'elle est menacée. Elle considérait qu'elle était menacée par Saddam qui est à l'autre bout de la planète. Il faut quand même pas exagérer. Il y a des virages d'alignement de type, je vais pas évoquer le scénario en Effermdan qu'a évoqué la dernière fois pour les pays du Golfe Akram. Oui, mais on ne peut pas. On ne peut pas faire la même chose. Voyons, il y a un minimum. Après, entre les deux extrêmes, ne pas bouger du tout et devenir Prague, c'est-à-dire un petit service qui est en rupture avec l'Union européenne, avec Bruxelles, qui l'a aidé à s'intégrer. Donc les Européens de l'Ouest trouvent qu'ils sont plus atlantistes que eux ne le sont. Entre les deux, il y a une marge. Cette marge-là, il faut trouver son positionnement, on ne l'a pas trouvé. Ça se voit que vous êtes un fan de Bled. Juste une question, parce que c'est une question quand même sérieuse. Est-ce que l'Algérie devait être du camp qui a bombardé le Vietnam, qui a massacré le Vietnam? C'est ça le camp. Dites-moi. Quand je dis que l'Algérie doit se mettre du côté de l'Occident, ça ne veut pas dire qu'elle doit intégrer l'OTAN ou l'Union européenne. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'on va être dans cette philosophie qui consiste, qui est une philosophie impériale, c'est-à-dire de domination du monde? Est-ce qu'on adhère à cette philosophie du monde? Est-ce que nous appartenons à ce monde? Nous qui étions quand même dominés pendant des siècles et des siècles. Parce que l'Occident, quand on dit l'Occident, quand on chante l'Occident, c'est bien, oui, la modernité, la technologie, la démocratie, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas la... Diplomatiquement parlant, c'est pas les mêmes. Le développement a un prix. Le développement a un prix. Il faut avoir le courage de le payer. Nous, on a été à un moment donné des impérialistes. Il ne faut pas oublier que nous avons colonisé des pays. Nous avons colonisé l'Espagne. Nous avons colonisé une partie de l'Italie, une partie de la France. C'était nos ancêtres, nos prétendus ancêtres. Donc, le monde est ainsi fait. Il y a des bourreaux par-ci, des victimes par-là. Si on refuse d'être parmi les bourreaux, on est de fait parmi les victimes. C'est-à-dire le monde se divise en deux, le bien et le mal. Et pour revenir, c'est classique. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Du bien et du mal. On n'a plus le temps pour revenir à la Ligue arabe. Retrait de l'Algérie de la Ligue arabe. Gel. Pour Gel. 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 Lubrifiant.
Gel, lubrifiant, ça va ensemble. Nous n'avons pas intérêt à rester dans la Ligue arabe. Notre espace géostratégique, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique tout court. Et la Le Méditerranée. Café Presse Politique revient dans un tout petit moment, restez branchés. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique. Bienvenue à tous au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio 1 pour cette deuxième partie. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes rejoints par la journaliste Leila Berato. Bonsoir. Alors, nous allons parler dans cette deuxième partie d'une question qui est à la une depuis quelques jours et surtout hier avec les Nations Unies et la Fédération internationale des droits de l'homme qui interpelle, dénonce aussi la position d'Algérie sur l'exclusion des migrants de ces derniers jours. Un topo de la situation, Leila Berato, c'est la première fois que le HCR que la Commission des droits de l'homme, le Haut Commissariat aux droits de l'homme. que le Haut Commissariat des droits de l'homme se prononce de cette manière aussi tranchée. Bon, le Haut Commissariat des droits de l'homme ne fait que répéter les faits qui se passent dans le pays depuis septembre dernier. C'est-à-dire qu'il y a des expulsions collectives de migrants subsahariens qui sont arrêtés partout dans le pays, emmenés à Tamanrasset et ensuite déposés à la frontière, soit avec le Mali, soit avec le Niger. Donc il y a des migrants, il y a des militants, il y a des associations qui alertent sur ces choses-là, il y a des journalistes depuis le mois de septembre et donc les informations sont parvenues jusqu'à l'ONU. Il y a une pétition qui a été initiée par les 3 ligues des droits de l'homme, suivie par un paquet de militants et de gens investis d'une manière ou d'une autre en Algérie, qui a été lancée la semaine dernière. Et je pense que cette pétition a été remontée aussi par d'autres associations, ce qui a permis qu'elle soit vue par l'ONU et que l'ONU ait décidé de s'emparer de la question. En fait, il n'y a rien de nouveau, c'est juste l'ONU qui a pris du temps pour enfin, il n'y a rien de nouveau. Est-ce qu'il y a du nouveau ces derniers jours ? Ça veut dire que l'ONU considère que ce qui se passe n'est pas conforme au droit international. Dans ce qu'il y a de nouveau dans ces derniers jours, oui, il y a une nouveauté dramatique. Il y a une femme qui est morte en arrivant au Niger. L'enquête est en cours pour savoir quelles sont les causes de la mort. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais c'est une femme qui a été expulsée d'Algérie et qui est décédée avant d'arriver à Agadez. Et c'est la presse nigérienne qui rapporte ça. Ça, c'est les dernières nouvelles. Après, le reste, les arrestations ont continué. Elles se passent toujours de la même manière. Les forces de sécurité arrêtent des gens chez eux, dans la rue, dans les chantiers. Les regroupent. Les emmènent à Tamanrasset en bus. Arrivés à Tamanrasset, ils sont maintenus dans un camp de préfabriqués qui est gardé par la gendarmerie. Et ensuite, ils sont mis dans des camions, vous savez, des espèces de gros camions bennes de l'armée, qui sont donc ouverts en haut, en fait. C'est des grosses bennes. On met les gens dans les grosses bennes et on les amène jusqu'à la frontière. Et une fois qu'ils sont à la frontière, on leur donne la direction dans laquelle il faut marcher. Les militaires algériens, selon mes informations, ne traversent pas la frontière depuis le mois de septembre. Ils s'arrêtent juste avant, ils font descendre tout le monde et ils montrent la direction dans laquelle il faut marcher. Et les gens marchent. On ne connaît pas leur sort de l'autre côté. Dans la plupart des cas, on obtient les informations par 2 biais. La société civile d'Agadez, parce que la plupart sont envoyés côté Niger, même s'ils ne sont pas nigériens. Et donc, la société civile d'Agadez, depuis que les expulsions ont commencé en décembre 2016 et depuis qu'elles se sont accentuées en septembre 2017, la société civile a l'habitude et réagit systématiquement. Les ONG qui sont là-bas donnent des chiffres, donc on sait à peu près à combien de personnes arrivent à chaque fois.
Et surtout, à Agadez, c'est le premier campement qu'il y a où les migrants expulsés peuvent avoir accès à des ONG et peuvent être libres de leur mouvement. Parce qu'en fait, quand ils traversent la frontière, après, tout ce qu'ils veulent, c'est sortir du désert. Donc, ils suivent les personnes qui viennent les secourir. Et ensuite, ils sont déposés à Agadez. Et Agadez, là, c'est une ville. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils sont libres de leur mouvement. Ils peuvent décider de rester à Agadez de leur plein gré. Certains ont accès à l'OIM et demandent à rentrer chez eux, mais c'est une minorité. Mais c'est à Agadez que les gens sont libres. Après, ceux qui sont expulsés du côté de la frontière malienne, là, c'est plus long pour savoir ce qui leur arrive, parce qu'évidemment, étant donné ce qui se passe en ce moment dans le nord du Mali... Ils arrivent à Gao. En fait, ils traversent le désert et la seule route commerciale qui passe, c'est la route de Gao. Ils finissent à Gao, mais à Gao, en ce moment, c'est pas très calme. Donc, en fait, on a des nouvelles quand ça se passe pas bien. Parce que les ONG, les associations de Gao, elles ont autre chose à faire que de s'occuper des expulsés d'Algérie, puisqu'il y a la population de Gao qui a besoin d'aide aussi. Le gouvernement algérien dit toujours que ces expulsions se font en collaboration avec les États. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, est-ce que ces États sont obligés de collaborer dans ce genre d'opération d'expulsion? Alors moi, je ne suis pas dans les petits papiers des présidents ouest-africains. Ce que je peux dire, c'est que les déclarations du gouvernement du Niger, et notamment du Premier ministre, dans lesquels il explique qu'il faut que l'Algérie arrête d'expulser des non-nigériens au Niger, montre bien qu'il n'y a pas d'accord avec le Niger sur cette question-là. Les autorités maliennes ne veulent pas s'exprimer, et les autorités des autres pays, moi, je n'ai pas réussi à avoir une déclaration. Donc on ne sait pas. Le problème, c'est que tant que ces autorités-là ne disent rien, on ne peut pas parler à leur place. Personne? Non, voilà, je pense que l'honneur de l'Algérie est en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui que l'Algérie soit pointée comme un État qui développe de telles pratiques de punition collective, de rafles et de formes de déportation, parce que quand on est dans un bus jusqu'à Tamraset, il y a encore 400 km de Tamraset à la frontière. Hein. Donc un camion à benne sous le soleil sur 400 km au mois d'avril ou au mois de mai, c'est déjà 40 degrés. Voilà, c'est inhumain. Et si une commission comme celle des droits de l'homme des Nations Unies au Conseil, qui est très souvent dans la retenue, soit arrivée aujourd'hui à pointer du doigt l'Algérie, c'est que la situation est désastreuse. Moi, je souscris à tout ce qui se fait en défense des migrants. L'Algérie a un autre destin que celui-là, que de réprimer les migrants. Il y a une part d'intégration qui est largement possible. Il y a des métiers par dizaines qui sont aujourd'hui occupés par les subsahariens que les Algériens ne veulent plus pratiquer. Et il y a un logiciel a complètement changé vis-à-vis de cette population-là. Il faut essayer d'en intégrer la partie qui peut être intégrée. Et si une partie ne peut pas s'intégrer, il y a toutes les procédures humanitaires qui sont dans les règles des Nations Unies, sous le conseil, sous les règlements du HCR. C'est sûrement pas comme ça qu'il faut procéder. L'honneur de l'Algérie est en jeu. Et moi, j'ai interpellé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, qui a eu de belles paroles à d'autres occasions pour se montrer comme étant le défenseur de la veuve et de l'orphelin, pour l'interpeller, pour lui dire qu'on peut très vite devenir le Maurice Papon algérien à ce rythme-là. Hassan Ouali. Moi, je voudrais juste faire une comparaison. L'année 2017, la police française a interpellé 10 000 Algériens en situation irrégulière en France. Donc, dans une situation d'obligation de quitter le territoire. Ils ont sollicité les services consulaires algériens pour donner le laissez-passer. L'Algérie refuse jusqu'à aujourd'hui qu'on expulse ces Algériens qui sont en France. C'est-à-dire, on fait ce que on fait à d'autres populations, à d'autres pays, ce que nous refusons ce que d'autres pays nous imposent. L'Algérie aujourd'hui a les moyens, a vocation en tout cas à accueillir ces migrants. C'est des travailleurs, c'est des gens qui ont fui des situations de conflit, c'est une migration économique, il y a des situations intenables dans leur pays. L'Algérie a toujours été un pays d'accueil. Elle doit accueillir ces Africains. Nous sommes des Africains, il faut le rappeler, parce que souvent on oublie que nous sommes un pays africain. L'Algérie doit régulariser, a les moyens de régulariser la situation de ceux qui sont en situation irrégulière. Elle est dans l'obligation de scolariser les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants parmi cette population d'immigrés. Les refoulés
et de manière, parce que le communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme parle de rafle, parle d'expulsion massive, sans étudier au cas par cas qui est en situation régulière. Parce que parfois, on embarque même des étudiants, c'est-à-dire ceux qui sont en Algérie en situation régulière pour étudier. Et des étudiants, ils se retrouvent à Tamanrasset, c'est-à-dire ils n'ont même pas le temps d'expliquer à la police, voilà, je suis étudiant, je réside dans la cité universitaire telle. C'est pire que ça. Les étudiants, en tout cas les 3 étudiants qui ont été arrêtés à Alger, qui ont été emmenés à Tamanrasset, ont eu le temps d'expliquer à la police qu'ils étaient étudiants et qu'ils avaient des papiers. Voilà. Ils l'ont dit, puisqu'on a récupéré les témoignages après. Ils les 3 étudiants, non, ils ont été envoyés à Tamanrasset, ils ont été maintenus à Tamanrasset, et les 3 ont été relâchés après plusieurs jours à Tamanrasset. Mais imaginez pour un étudiant se faire arrêter dans la rue parce qu'il est noir. Présenter des papiers d'identité qui sont une carte de séjour délivrée par l'Algérie, c'est une vraie carte de séjour, et avoir des policiers en face qui disent la carte de séjour n'est pas vraie. On t'emmène à Tamanrasset. Pourquoi elle n'est pas vraie c'est une fausse pour eux, ou malgré qu'il y ait une carte séjour, il fallait... Non, je pense pas que les forces de l'ordre aient instruction d'expulser des gens qui sont en situation régulière. Ouais. Je pense juste que les forces de l'ordre ce jour-là ont pensé que la carte de séjour était fausse. Mais en tout cas, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant les rafles, que la police ne passe à l'action, c'est qu'il y a un discours politique depuis quelques mois, pour ne pas dire depuis quelques années. Quand on entend le Premier ministre dire que les migrants sont source de délinquance, de violence, de trafic de toutes sortes... Il n'était pas encore Premier ministre, oui. Et relayé par le ministre des Affaires étrangères, qui est un... Mais là, je pense que nous, on a une responsabilité. Le problème aujourd'hui, et l'échec aujourd'hui, c'est celui des journalistes. On a été incapable d'expliquer aux Algériens que oui, il y a du crime parmi la migration, évidemment, mais il y a du crime comme il y a du crime dans la population algérienne. Le problème, c'est qu'on a été incapable d'expliquer, que des migrants étaient travailleurs. Aujourd'hui, les gens me disent oui, mais on n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Mais les migrants travaillent, ils mendient pas. Alors évidemment, les Nigériens, c'est autre chose. Mais les Nigériens... Une partie des Nigériens, pas tous les Nigériens. Les réseaux nigériens de mendicité, les réseaux nigériens de mendicité sont organisés. C'est un groupe criminel qui organise la mendicité. Mais au-delà de ceux-là, qui sont évidemment ceux qui ont été visibles ces 2 dernières années, les gens travaillent. Et ils travaillent où ? Ils travaillent au service des Algériens. Je voudrais que les gens entendent, et j'espère que les auditeurs de Radio M vont entendre, la nouvelle ville de Sidi Abdallah, les manœuvres sont des migrants subsahariens en situation irrégulière. Le chantier du métro, les 2 nouvelles stations du métro, les manœuvres sont des migrants subsahariens en situation irrégulière. Aujourd'hui, il y a plusieurs communes d'Alger où il y a des travaux pour l'eau potable. Les manœuvres sont des migrants subsahariens en situation irrégulière. Alors oui, il y a du crime. Oui, il faut combattre ce crime. Oui, il faut mettre en prison les gens qui font du trafic de drogue, qui font du trafic d'armes. Et oui, cela, il faut lutter contre eux. Mais quand on va procéder à des arrestations de nuit dans les chantiers de Sidi Abdallah, on ne vise pas les criminels. Mais en tout cas, les prisons algériennes ne sont pas remplies de migrants. Ouais. En fait, le pouvoir algérien a une logique, il est valable dans tous les secteurs. Quand il y a échec dans le secteur de la santé, des médecins protestent, il réagit par la violence. Il y a échec dans la politique étrangère algérienne qui a fait qu'il y a eu des crises à ses frontières, des crises majeures. Ces crises ont généré des réfugiés. Le pouvoir algérien réagit également par la violence. Donc, il reconduit manu militari ces gens-là à la frontière. Et c'est propre à l'État algérien. Le contraire m'aurait étonné, personnellement, si le rapatriement de ces gens en situation irrégulière s'est fait dans les règles, dans la légalité, ça m'aurait vraiment surpris. Maintenant, pour les problèmes qui sont concrètement posés, il faut essayer de les régler. C'est vrai qu'il n'est pas heureux de voir des gens en situation irrégulière, on ne peut pas les contrôler, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas d'où ils viennent, donc il y a nécessairement des risques. Mais partisans du fichage. Moi, je pense que
il faut traiter les situations au cas par cas. Les gens qui peuvent être intégrés, il faut les intégrer. Pour les autres, il faut les combattre, comme l'a très bien dit Madame Beratou. Vous avez parlé, Hassan Ali, de cette volonté de sensibiliser, de travailler. Les Beratou aussi a parlé du rôle crucial des journalistes. On a l'impression que tout ça ne sert à rien, que ni les appels, que ni les articles écrits par les journalistes ne servent à sensibiliser, du moins, les autorités algériennes. Ça sert à quelque chose, non, c'est fou de dire que ça ne sert à rien, parce que si l'opinion s'en empare, ça va servir à quelque chose. Si les partis politiques s'en occupent, ça va servir à quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui font un travail extraordinaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Léla quand elle dit que c'est la presse qui n'a pas expliqué. On a beau expliquer, même si parfois il y a eu des articles contre les migrants, on les a traités de... Ils sont plus nombreux. Ces articles-là sont plus nombreux. Voilà, oui. Mais surtout dans la presse arabophone, sans jeter pas que, non, pas que. Non. Écoute, on a retrouvé quand même des papiers dégueulasses dans la presse francophone. Mais ce n'est pas aujourd'hui la partie qui s'exprime le mieux dans l'opinion, c'est celle hostile aux migrants. Et c'est ce que je voulais. Oui. Vous êtes sur le terrain, Léla Beratou. Vous sentez que l'opinion est sensibilisée? Absolument. Il y a de plus en plus de gens. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés. Il y a de plus en plus de gens qui veulent aider. Il y a de plus en plus de gens qui aident. Je donnerai juste un exemple. Les employeurs utilisent la condition administrative des migrants pour parfois ne pas les payer. Bon, je reçois régulièrement des appels de migrants qu'on renvoie vers moi parce qu'ils n'ont pas été payés. Aujourd'hui, je sais que si jamais il y a un migrant qui n'a pas été payé, c'est facile de trouver quelqu'un, un Algérien, qui va l'accompagner, qui va aller dire au propriétaire, bon, maintenant, vous donnez le salaire, sinon on va voir la police. Et il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire ça, il y a de plus en plus de gens qui le font, il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à la question et qui comprennent que un enfant nigérien qui mendie dans la rue, c'est pas forcément une menace. Alors ça veut pas dire qu'on doit forcément accueillir tout le monde, mais il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de la question et qui se mobilisent d'une manière ou d'une autre. À mon avis, ce qu'on a raté dans la fabrication des opinions, et ce qu'aurait dû engager une partie de l'establishment, c'est de faire prendre conscience aux Algériens la modification du statut de l'Algérie. L'Algérie, quand on vient du subsaharien, c'est le début de l'Europe. Quand on a été au Niger, au Mali, au Burkina, ou même au-delà, le modèle gagnant de la Côte d'Ivoire, quand on arrive en Algérie, c'est le début de l'Europe. Alger, c'est le début de l'Europe. En termes de niveau de vie, en d'écart, etc. Et donc nous, le regard que nous avons sur nous-mêmes, qui est un regard extrêmement dévalorisant, c'est-à-dire que nous, on ne réalise pas, parce que nous, on ne regarde que vers le nord. On ne réalise pas ce qu'on peut représenter pour ces populations-là. Et on ne réalise pas que quand il y a ce reclassement, parce qu'il y a eu de belles années de croissance grâce à l'argent du pétrole, notamment, et pas grâce au génie de Abdelaziz Bouteflika, on a ce nouveau statut qui nous permet d'intégrer. Et il y a des Algériens qui ont suffisamment de revenus sans le revenu universel, le RU, qui n'est pas encore distribué, qui ne veulent pas travailler dans l'agriculture subsaharienne, qui ne veulent pas travailler dans l'agriculture télienne, qui ne veulent pas travailler dans le bâtiment, dans les chantiers que tu as évoqués tout à l'heure, Lila, et qui libèrent tout un espace économique, parce que la machine doit tourner, aux subsahariens. Et donc, quand on discourt sur ce nouveau statut de l'Algérie, aujourd'hui, on devrait le prendre positivement. Nous sommes devenus un pays d'accueil. C'est une qualité, on devrait en être fiers. Juste un mot pour contribuer à cette réflexion-là. Les personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, quand elles travaillent comme manœuvre en Algérie, vous me direz, c'est pas très bien payé, on est à 1500, 2000 dinars par jour. Pour eux, c'est l'équivalent d'un salaire de fonctionnaire. Mais dans leur pays, pour être fonctionnaire, il faut être pistonné. Et eux ne le sont pas. Donc ils ont beau avoir fait des études, la plupart ont un diplôme, ils vont travailler comme manœuvre, ils viennent travailler comme manœuvre ici, parce que ça représente plus d'argent qu'ils ne pourraient en avoir. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de migrants qui ont été expulsés vont revenir. C'est valable pour les migrants algériens. Celui qui travaille dans un café à Paris touche mieux que le cadre qui bosse dans n'importe quel ministère. Juste un point pour contredire Hassan. Les migrants africains qui viennent en Algérie, ils considèrent les Africains nous le sommes aussi. Oui, subsahariens qui viennent en Algérie, ils considèrent l'Algérie comme une terre de transit. Ils ne viennent pas pour s'installer en Algérie. Est-ce que tous veulent aller vers l'Europe ou est-ce que beaucoup veulent rester? Moi, je réponds pas. Il y a ceux qui sont ici depuis 10, 15, 20 ans. Pas tous. La question de l'Europe est souvent dans les
les têtes parce qu'elle représente une meilleure réussite que celle de l'Algérie. Mais les conditions pour rentrer en Europe s'étant tellement durcies ces dernières années et la Libye étant devenue tout simplement tellement dangereuse, mortellement dangereuse, beaucoup de gens, tout ce qu'ils veulent en fait, c'est juste gagner plus d'argent parce qu'ils ont des enfants dans leur pays et qu'ils veulent pouvoir payer l'école pour leurs enfants, payer les soins. Juste pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui est camerounais, qui travaille dans le bâtiment. Son père a besoin d'une intervention en neurochirurgie. Pour pouvoir payer l'intervention en neurochirurgie, c'est lui qui va devoir le faire en travaillant dans un chantier, donc il travaille pour réussir à payer ça. S'il était dans son pays, il ne pourrait pas. Et donc je pense que, oui, il y a un certain nombre de gens qui rêvent d'Europe, ça c'est sûr, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui sont là pour pouvoir travailler, avoir de l'argent, parce que dans leur pays, il n'y a pas d'argent. Alors certes, j'entends très bien l'argument qui dit que ce n'est pas de la faute de l'Algérie s'il n'y a pas d'argent dans ces pays-là, mais je pense que c'est illusoire de penser qu'en construisant des murs, en mettant des barbelés, on va empêcher les gens de vouloir aller dans un endroit où ils peuvent mieux vivre. Et je pense que si on prend du recul et qu'on regarde dans le monde entier, quel que soit le pays, quelle que soit la hauteur du mur, quelle que soit la densité des barbelés, quand les gens ont besoin d'aller ailleurs pour mieux vivre, ils y vont. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que ces condamnations, est-ce que vous pensez que cette condamnation de la FIDH des Nations Unies, est-ce qu'elle va inciter les autorités algériennes à être plus modérées ou est-ce que ça va les braquer, puisque au lendemain de ces condamnations, toujours pas de réaction du gouvernement algérien? Qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, le gouvernement algérien est plus sensible à ce qui est aux pressions de l'extérieur qu'aux appels qui viennent de la société. Certainement, ils vont essayer de justifier ces rafles et de calmer un petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le gouvernement peut réagir à... Si on était dans un pays, si on était dans un pays où c'est les urnes qui décident de l'avenir, on aurait dit que le gouvernement algérien a une politique électoraliste, supposons que les Algériens, le gros des électeurs, préfèrent une politique ferme. De type Front National, plaire à l'électorat populaire, voilà, souverainiste, etc. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Donc moi, je me pose des questions. Pourquoi il y a eu cet excès de zèle depuis septembre dernier? Je ne sais pas si c'est la pression internationale. C'est une vraie question. Parce que cela dit aussi, un autre élément à verser au débat, que l'Union européenne demande à des pays comme l'Algérie de constituer le premier barrage. Oui. Merci à vous tous d'être venus. Merci Leila Berato, merci Arman Ingrachen, Hassan Ouali, Ihsan Qadi et Akram Kharif. Merci à vous pour votre fidélité. On se dit à mercredi prochain à 17h. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.